Le Santiago Bernabéu respirait une tension qui semblait trancher l'air comme un rasoir. Lucas Martinez, 8 ans, pressait son visage contre la grille de protection des tribunes, ses yeux bruns écarquillés d'incrédulité. Il avait rêvé de ce moment pendant des mois, son premier match Real Madrid contre Barcelone, le Clasico, que son père Miguel lui avait promis depuis qu'il avait commencé à collectionner les images à 5 ans. Le maillot blanc numéro 9 qu'il portait sentait encore le neuf, les étiquettes du magasin retirées seulement 2 heures plus tôt. Miguel avait travaillé des équipes de 16 heures à l'usine de pièces automobiles Bentley, à Getafe, pendant 4 mois consécutifs, économisant chaque euro supplémentaire, sautant des déjeuners et marchant les 5 km jusqu'au travail pour économiser sur les transports. Quand il était finalement entré dans le magasin officiel du Real Madrid sur la Gran Via, avec les billets froissés dans la main, il avait senti qu'il achetait plus qu'un maillot. Il achetait un morceau d'espoir pour son fils. Mbappé, Mbappé, raté! Les huées résonnaient comme une tempête sonique, un rugissement primitif qui semblait émaner des entrailles de la terre. 80 000 gorges s'unissaient dans un chœur de haine qui faisait vibrer le stade. Lucas sentit le son pénétrer dans ses os, chaque insulte comme un coup de poignard dans la poitrine. Le poster de Mbappé était collé au mur de sa chambre depuis 2 ans, à côté de la photo décolorée de son grand-père en uniforme militaire et de l'image de Notre-Dame de Guadeloupe que sa mère Carmen avait apportée du Mexique. Miguel observait le visage de son fils se contorsionner de douleur et de confusion. Lui-même avait grandi dans les rues rudes de Vallecas, où les murs des immeubles de logements sociaux étaient couverts de graffitis et où le football était plus qu'un divertissement. C'était une religion, une évasion, la seule chose qui donnait un sens quand le reste du monde s'effondrait autour. À 17 ans, il avait été convoqué pour un essai au Rayo Vallecano, mais une blessure au genou droit, résultat d'un tacle violent lors d'un match amateur, avait détruit ses rêves. Maintenant, à 35 ans, il voyait dans l'éclat des yeux de son fils la même passion qui avait un jour brûlé dans sa poitrine. « Pourquoi il le déteste, papa ?» chuchota Lucas, sa voix presque perdue dans le rugissement assourdissant de la foule. « C'est le meilleur joueur du monde. » Miguel hésita, ses mains calleuses du travail du métal serrant les épaules maigres de son fils. Comment expliquer à un enfant que parfois les gens projettent leur propre frustration sur les autres, que l'envie et la déception peuvent transformer l'admiration en ressentiment. Parfois, Mijo, quand les gens sont blessés à l'intérieur, ils blessent les autres. Ce n'est pas à propos de Mbappé, c'est à propos de leur douleur. Sur le terrain, Kylian Mbappé ressentait chaque mot comme une lame traversant sa peau. À 25 ans, il avait affronté des foules hostiles à Paris, Milan, Liverpool et Manchester. Mais cette nuit était différente. L'intensité était personnelle, viscérale, chargée d'une malveillance qui dépassait le football. Cela le ramenait à son enfance à Bondy, une banlieue de Paris, où les tours de béton gris s'élevaient comme des monuments à la pauvreté urbaine, où il avait fait face au rejet non pas pour son jeu, mais pour la couleur de sa peau, pour l'origine algérienne de son père, pour des rêves que d'autres considéraient trop grands pour quelqu'un comme lui. Il se souvenait de cette fois à 12 ans quand un entraîneur rival avait crié « Retourne en Afrique » pendant qu'il démontait la défense adverse. Il se souvenait de la douleur dans la poitrine, de l'envie d'arrêter de jouer, et de la main ferme de son père Wilfried sur son épaule, chuchotant. « Ils ont peur de ce que tu peux devenir. Joue pour nous tous qui n'avons jamais eu la chance. » Carlos Ramirez, un homme de 50 ans assis dans la section 127, participait aux huées avec une colère qu'il ne pouvait pas expliquer complètement lui-même. Ses mains, tachées de nicotine et calleuses de 20 ans de travail dans la construction, gesticulaient des obscénités tandis que sa voix rauque se mêlait au cœur de haine. Il avait perdu son emploi 6 mois plus tôt quand l'entreprise de construction où il travaillait avait fait faillite. Sa femme Elena avait demandé le divorce le mois dernier en emmenant avec elle leur fils de 15 ans, Diego, et l'appartement de 2 pièces à Móstoles résonnait maintenant de solitude. Voir ce jeune multimillionnaire courir sur le terrain éveillait une amertume qui grandissait comme un cancer dans sa poitrine. Mbappé gagnait en 1 semaine ce que Carlos ne pourrait pas rassembler en 10 vies. Crier contre lui était plus facile que de confronter ses propres échecs. Plus facile que d'admettre qu'il avait tout perdu à cause de l'alcool et du tempérament explosif qui éloignait tous ceux qui l'entouraient. « Français de merde !» cria Carlos, sa voix se brisant avec l'effort. « Retourne à Paris !» 3 rangées devant lui, Maria Consolation Vasquez, une enseignante retraitée de 70 ans, observait la scène avec une horreur croissante. Elle avait consacré 40 ans de sa vie à enseigner aux enfants le respect, l'empathie et la dignité humaine à l'école primaire San Patricio, à Carabanchel. Elle avait vu des générations d'enfants passer par ces salles de classe, beaucoup d'entre eux venant de familles détruites, beaucoup portant des traumatismes qu'elle essayait de guérir avec patience et amour. Voir des milliers d'adultes se comporter plus mal que ses anciens élèves de 7 ans la rendait physiquement nauséeuse.
Sa main tremblante serrait la canne qu'elle utilisait depuis l'opération de la hanche, et quand elle vit les larmes couler sur le visage de Lucas, 3 rangées derrière, quelque chose en elle se brisa comme du cristal. « Il reste le même joueur que tu admires », dit-elle doucement au garçon, se tournant sur sa chaise malgré la douleur dans le dos. Sa voix portait l'autorité douce de quelqu'un qui avait consolé des milliers d'enfants au fil des ans. Parfois les gens oublient que les athlètes sont aussi des êtres humains, avec des sentiments et des familles. Isabella Moreno, 12 ans, était assise avec son père Antonio dans la section 156. Elle avait commencé à jouer au football dans l'équipe féminine du Collège La Salle, seulement 6 mois auparavant, inspirée par des joueuses comme Alexia Putellas et Aitana Bonmati. Antonio, un comptable de 42 ans, avait amené sa fille pour lui montrer que le football pouvait être beau, qu'il pouvait inspirer et élever l'esprit humain. Mais ce qu'Isabella voyait maintenant était le complet opposé. À chaque insulte dirigée vers Mbappé, elle ressentait une colère croissante contre ses propres supporters. Elle était venue au stade pour voir du football, pour témoigner de la maîtrise de l'un des meilleurs joueurs du monde, pas pour assister à un lynchage psychologique public. « Papa !» chuchota-t-elle, tirant sur la manche de la chemise d'Antonio. « Ce n'est pas bien. Ils sont cruels. » Antonio sentit un nœud dans sa gorge. Il avait grandi en idolâtrant des figures comme Raúl et Iker Casillas, des joueurs qui représentaient des valeurs de fair play et de respect. Ce qu'il était en train de voir allait contre tout ce qu'il avait appris à aimer dans le football. Le match continua, mais l'hostilité ne faisait qu'augmenter d'intensité. À chaque touche de balle de Mbappé, le volume des huées grandissait. Quand il dribbla 2 défenseurs du Barcelone sur la ligne de fond et centra pour un coéquipier, la foule explosa en sifflements assourdissants. Quand il fut renversé brutalement dans la surface à la 65e minute, tout le stade se leva en célébration, comme si son équipe avait marqué le but de la victoire. Mbappé se releva lentement, nettoyant l'herbe et la terre de son maillot blanc. Son genou droit lui faisait mal à cause du tacle violent, mais la douleur physique n'était rien comparée au poids émotionnel qu'il ressentait. Il regarda les tribunes, voyant des milliers de visages déformés par la haine, et pendant un moment ressentit la même vulnérabilité qu'il avait ressentie à 12 ans à Bondy. Lucas commença à pleurer ouvertement, ses sanglots petits et brisés résonnant au milieu du chaos. Le son attira l'attention d'autres supporters autour, créant un petit cercle de gêne au milieu de la tempête d'hostilité. Une femme dans la rangée de devant se tourna et vit le garçon, ses larmes brillant sous les lumières du stade. « Tout va bien, Pequeño », dit-elle doucement, mais ses propres mots sonnaient vides face à la cruauté qui les entourait. Isabella sentait sa propre gorge se serrer. Elle pensa à ce qu'elle ressentirait si c'était elle sur le terrain, si c'était 80 000 personnes qui criaient des insultes contre elle. L'image lui donna la nausée. Le tournant arriva exactement à la 73e minute. Mbappé reçut la balle de Jude Bellingham près du cercle central, et quand la vague familière de huées descendit sur lui comme une avalanche sonore, il s'arrêta soudainement. Au lieu de continuer l'action, il resta complètement immobile, la balle arrêtée sous sa chaussure droite, et regarda directement vers les tribunes où les cris les plus forts provenaient. L'effet fut comme éteindre un interrupteur. Le stade tomba dans un silence si profond qu'on pouvait entendre le vent nocturne de Madrid siffler entre les structures de béton. Les joueurs des 2 équipes firent une pause, incertains de ce qui se passait. Robert Lewandowski du Barcelone s'arrêta à 5 mètres de distance, son expression montrant confusion et inquiétude. L'arbitre Antonio Mateulaos s'approcha, mais Mbappé leva la main calmement, indiquant qu'il avait besoin d'un moment. Alors, dans un geste que personne dans le stade n'attendait, Mbappé commença à applaudir. Ce n'étaient pas des applaudissements sarcastiques ou provocateurs, c'étaient des applaudissements lents, délibérés, pleins d'une dignité qui trancha l'air comme une lame. Il applaudit la foule qui l'avait tourmenté, son visage ne montrant pas de colère, pas de frustration, mais quelque chose qui semblait dangereusement proche de la gratitude. Les applaudissements résonnèrent dans le stade silencieux. Chaque battement de ses mains, amplifié par les haut-parleurs, qui captaient les moindres sons du terrain. Ses yeux parcoururent les tribunes, établissant un contact visuel avec les personnes des premières rangées, puis il fit quelque chose d'encore plus surprenant, il sourit. L'effet fut immédiat et dévastateur. Les chants hostiles ne cessèrent pas seulement, mais semblèrent mourir dans la gorge des gens. Carlos sentit sa propre voix s'étrangler, les mots de haine qu'il avait criés semblant soudain pathétiques et petits. Il regarda ses propres mains, qui avaient gesticulé des obscénités quelques instants plus tôt, et ressentit une honte si profonde qu'elle le fit se plier sur lui-même. Maria sentit des larmes couler sur ses joues ridées. En 40 ans d'enseignement, elle avait prêché l'importance de répondre à la haine par l'amour, sur la force qui existe dans la gentillesse, mais elle n'avait jamais vu une démonstration si puissante de ces valeurs sur une scène si grande. Isabella sentit des frissons parcourir toute sa colonne vertébrale, depuis la nuque jusqu'aux pieds. Elle venait de témoigner de quelque chose qu'elle savait, instinctivement,
qu'elle porterait pour le reste de sa vie. Un moment de grâce pure au milieu du chaos humain le plus brutal. Mbappé continua d'applaudir pendant presque 30 secondes, qui semblèrent une éternité. Puis, avec la même calme délibérée, il s'arrêta, prit la balle et commença à marcher vers la ligne de touche où se trouvait l'équipe technique du Barcelone. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement chargé d'une dignité qui semblait illuminer le terrain autour de lui. Il remit la balle à Pedri, le ramasseur de balles de 16 ans qui était le plus proche. L'adolescent, qui avait grandi dans les rues de Tenerife en rêvant de jouer un jour au Camp Nou, reçut la balle avec des mains tremblantes, complètement abasourdi par l'interaction. « Merci d'être là », dit Mbappé au garçon en espagnol parfait. « Vous rendez tout cela possible. » Puis il fit quelque chose sans précédent dans l'histoire du football moderne. Il marcha le long de la ligne de touche, s'arrêtant tous les quelques mètres pour établir un contact visuel avec les supporters des premières rangées. Ce n'étaient pas des regards de défi ou provocateurs. C'étaient des regards de reconnaissance, d'humanité partagée. Quand il arriva à la section où Carlos était assis, il s'arrêta directement en dessous de lui. Carlos, qui avait crié certaines des insultes les plus virulentes, se sentit complètement exposé. Mbappé le regarda directement dans les yeux, et Carlos vit quelque chose qu'il n'attendait pas, de la compassion. « Merci », dit Mbappé, sa voix portant malgré le silence sépulcral qui s'était installé dans le stade. « Merci de me rappeler pourquoi je joue. » Carlos sentit ses jambes faiblir. Il pensa à son fils Diego, dont il s'était éloigné à cause du divorce et de l'orgueil blessé. Il pensa aux nuits où il buvait seul dans l'appartement vide, nourrissant une colère qui ne menait nulle part. Il pensa à comment il était devenu exactement le genre d'homme qu'il avait lui-même méprisé dans sa jeunesse. « Je joue pour vous », continua Mbappé, sa voix maintenant dirigée vers tout le stade. « Pour ceux qui m'aiment et pour ceux qui me détestent. Pour ceux qui croient en moi et pour ceux qui doutent. Parce que vous me rappelez tous que ce jeu concerne plus que les victoires et les défaites, il concerne notre capacité à nous connecter en tant qu'êtres humains. » Il fit une pause, regardant vers les tribunes où des milliers de personnes restaient dans un silence total. « J'ai grandi en étant rejeté à cause de la couleur de ma peau, de l'origine de ma famille, des rêves que d'autres trouvaient trop grands pour quelqu'un comme moi. Mais chaque rejet m'a rendu plus fort, chaque insulte m'a rendu plus déterminé. Vous n'êtes pas mes ennemis, vous êtes mes professeurs. » Isabella sentit des larmes couler sur son visage. Elle venait d'entendre quelque chose qui changerait sa compréhension du courage, de la dignité, de ce que signifie répondre à la haine par l'amour. Miguel serra les épaules de son fils plus fort. Il avait amené Lucas pour voir du football, mais il était en train de témoigner d'une leçon sur l'humanité qu'aucun livre ou film ne pourrait enseigner. Mbappé retourna au centre du terrain, où ses coéquipiers l'attendaient avec des expressions d'admiration et d'incrédulité. Vinicius Junior, qui avait affronté sa propre part de racisme et d'hostilité, l'embrassa avec des larmes dans les yeux. « Tu es plus grand que nous tous !» chuchota Vinicius en portugais. Le match reprit, mais tout avait changé. L'énergie de la foule s'était complètement transformée. Là où il y avait eu de l'hostilité, il existait maintenant un mélange complexe de curiosité, de respect, et quelque chose qui semblait dangereusement proche de l'admiration. Quand Mbappé marqua le but de la victoire à la 85e minute, un tir rasant dans le coin droit après une action individuelle brillante, une partie significative des supporters du Barcelone se retrouva à applaudir. Ils n'applaudissaient pas la défaite de leur équipe, mais l'humanité dont ils avaient été témoins. Carlos fut l'un d'eux. Ses mains, qui avaient gesticulé la haine une heure plus tôt, applaudissaient maintenant avec des larmes coulant sur son visage barbu. Il pensa au fils qu'il avait perdu de vue après le divorce amer, à l'orgueil stupide qui avait détruit son mariage, à la colère qui avait consumé sa vie comme un parasite. Si un jeune homme de 25 ans, attaqué par 80 000 personnes, pouvait répondre avec grâce et dignité, peut-être qu'il pouvait aussi trouver un moyen de guérir ses propres blessures. Peut-être qu'il n'était jamais trop tard pour devenir l'homme dont Diego pourrait être fier de dire qu'il était son père. Maria applaudissait avec ses mains tremblantes, pensant à tous ses anciens élèves, qui avaient fait face au harcèlement et au rejet. Elle avait une nouvelle histoire à raconter, un nouvel exemple du pouvoir transformateur de la dignité humaine. Isabella applaudissait avec le cœur qui battait la chamade, imaginant déjà comment elle raconterait cette histoire à ses amis de l'équipe de football. Elle avait vu ce qui était possible quand quelqu'un choisissait de répondre à la haine par l'amour, et cela changerait à jamais sa compréhension de ce que signifie être fort. Après le match, des centaines de supporters restèrent dans le stade, beaucoup d'entre eux visiblement émus. Le tunnel des joueurs, normalement un lieu de tension après un classico, s'était transformé en quelque chose qui ressemblait à un lieu de pèlerinage. Lucas attendit près de la sortie des joueurs avec son père, portant toujours le maillot numéro 9 qui semblait maintenant avoir un sens complètement nouveau. Quand Mbappé émergea, encore en tenue mais avec le visage marqué par la fatigue et l'émotion, le garçon trouva le courage de s'approcher.
Monsieur Mbappé, dit Lucas en français hésitant, les mots sortant dans un murmure nerveux. Vous ne vous êtes pas fâché contre eux. Pourquoi? Mbappé s'agenouilla sur le sol froid du tunnel, se mettant à la hauteur des yeux de Lucas. De près, le garçon pouvait voir que les yeux du joueur étaient rouges, non pas de colère, mais d'une émotion profonde qu'il ne pouvait pas nommer. Quand les gens sont en colère, dit doucement Mbappé, c'est généralement parce qu'ils sont blessés par autre chose. Se fâcher en retour n'aide personne à guérir. Cela ne fait que créer plus de douleur. Il regarda Miguel, qui observait l'interaction avec des larmes dans les yeux. Ton père t'a amené ici pour voir du football, continua Mbappé. Mais le football n'est qu'une excuse. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous choisissons de nous traiter les uns les autres, surtout quand c'est difficile. Il signa le maillot de Lucas, mais au lieu d'écrire seulement son nom, il ajouta un message. Pour Lucas. Continue à rêver, continue à être gentil. Comment tu réponds aux moments difficiles définit qui tu deviens. Kylian. Lucas lut le message avec des yeux écarquillés, puis regarda Mbappé avec une expression d'adoration pure. « Je veux être comme vous », chuchota-t-il. « Non », répondit Mbappé avec un sourire doux. « Tu dois être meilleur que moi. Tu dois être toi-même, mais la meilleure version de toi-même. » Pendant qu'il retournait à la voiture à travers les rues de Madrid, Lucas se tourna vers son père. « Papa, j'ai compris, » dit-il, ces mots sortant avec le sérieux d'un enfant qui venait d'apprendre quelque chose d'important sur le monde. Il ne jouait pas contre le Barcelone. Il jouait pour nous tous. Miguel sourit, sachant que son fils avait été témoin de quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une victoire au football. Il avait vu comment la bonté peut vaincre la haine, comment la dignité peut transformer les foules, et comment un seul choix de répondre avec grâce peut changer non seulement un moment, mais toute une vie. La vidéo de la réponse de Mbappé se répandit sur les réseaux sociaux avant même qu'il n'arrive à la maison. Mais l'impact réel n'était pas dans les millions de vues ou les commentaires viraux. Il était dans les conversations qui commencèrent dans les foyers, les écoles et les communautés sur la dignité, le respect et le courage de répondre à la négativité par quelque chose de meilleur. Carlos rentra chez lui cette nuit-là, et, pour la première fois en mois, appela sa sœur pour demander le numéro de téléphone de son fils. La conversation avec Diego le lendemain fut difficile, pleine de silence gênant et de larmes non versées, mais ce fut un début. Isabella commença un projet à l'école sur comment le sport peut enseigner les valeurs humaines, utilisant ce dont elle avait été témoin comme exemple central. Son travail devint si impactant qu'il fut présenté dans d'autres écoles de Madrid. Maria, malgré son âge et sa santé fragile, retourna donner des cours bénévoles dans la communauté locale, inspirée par l'exemple de comment une personne peut choisir d'élever les autres, même quand elle est attaquée. Miguel encadra le maillot autographié de Lucas et l'accrocha dans le salon, non pas comme un trophée sportif, mais comme un rappel constant que la vraie grandeur réside dans la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Et Lucas n'oublia jamais cette nuit. Non seulement le football brillant qu'il avait vu, mais surtout la leçon sur l'humanité qu'il avait apprise. Des années plus tard, quand il fit face à ses propres moments d'adversité sur et en dehors du terrain, il se souviendrait de la manière dont Mbappé avait transformé un moment de haine en une opportunité de connexion humaine. Le garçon qui était allé au Santiago Bernabéu pour voir des buts spectaculaires rentra chez lui avec quelque chose de beaucoup plus précieux. Une compréhension profonde que la vraie grandeur ne réside pas dans la manière dont nous nous présentons quand tout le monde applaudit, mais dans la manière dont nous choisissons de répondre quand le monde entier semble être contre nous. Dans le silence de sa chambre cette nuit-là, en regardant le poster de Mbappé sur le mur, maintenant avec un sens complètement nouveau, Lucas comprit qu'il avait été témoin de quelque chose de beaucoup plus important qu'un match de football. Il avait vu comment la bonté peut vaincre la haine, comment la dignité peut transformer les foules, et comment un seul choix de répondre avec grâce peut changer non seulement un moment, mais toute une vie. Et pendant qu'il s'endormait, il rêva non pas de marquer des buts ou de gagner des trophées, mais d'être le genre de personne qui peut transformer la haine en amour, la colère en compréhension, et la division en union. Il rêva d'être, comme Mbappé l'avait montré, non seulement un grand joueur, mais un être humain extraordinaire.